tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, on est là pour l'événement Stream and Learn avec la masterclass de SpeederNet pour leur outil Sphere. Je vais commencer par contextualiser un petit peu l'événement et aussi vous parler donc d'e-Learning Touch qui organise cet événement. Et après, je laisserai la parole à Stanislas. Donc, hop, e-Learning Touch, on est un hub de service spécialisé dans la mise en œuvre de stratégies digitales pour la formation au sein des entreprises et des organismes de formation. Ça fait 13 ans que nous existons. On est constitué en 4 pôles. Donc, on a un pôle e-learning Boulevard, donc c'est une marketplace d'outils auteurs e-learning dont Sphere fait partie. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Ensuite, on a un pôle studio où là, on a des ingénieurs et des concepteurs pédagogiques qui peuvent aider à concevoir des contenus sur mesure. On a un pôle LMS où on crée et administre des plateformes LMS et LMS Moodle et aussi Totara. Donc, on accompagne de A à Z sur la création de plateformes LMS. Et on a un pôle formation, donc e-Learning Touch Academy, où là, on forme nos clients aux outils auteurs e-learning qu'on propose et aussi aux plateformes LMS. Donc, pour faire un petit focus sur e-Learning Boulevard, donc e-Learning Boulevard, c'est la seule marketplace avec un service de conseil en logiciel de digital learning qui a été créé et lancé en janvier 2024. Donc, sur cette marketplace, on propose l'achat de solutions logicielles. On a aussi une équipe qui est là pour vous conseiller pour trouver le meilleur outil e-learning selon vos besoins. On propose aussi des formations donc, sur les outils e-learning. Et donc, on offre des services uniques via cette marketplace. Donc, la marketplace s'articule autour de 4 grandes étapes. Donc, l'étape d'identification du projet en digital learning. Ensuite, vous consultez les logiciels qui peuvent correspondre à vos projets en digital learning. Vous pouvez comparer ces logiciels et ensuite échanger avec un de nos experts si vous avez besoin pour vous conforter dans votre idée ou affiner un petit peu vos besoins. Et donc, e-Learning Boulevard se différencie par une entrée par projet innovante. Donc, on propose 16 projets, créer des ressources interactives, créer un service game. Donc, il y en a pas mal. Et en tout, donc, on a 26 partenaires qui sont référencés sur cette marketplace, dont SpeederNet. Donc, on a aussi quelques certifications, notamment on est Moodle Partner Premium. Donc, ça veut dire que Moodle, le siège de Moodle atteste de la qualité de nos processus et la qualité de notre travail pour créer des plateformes, notamment en France. On est aussi Best Partner iSpring depuis 2020. On a eu aussi récemment le Best Partner 2024, donc on est très heureux de cette certification. Et on est aussi certifié Calliope, donc ça veut dire que Calliope atteste de nos processus concernant les formations. Hop, et donc, nos clients, c'est à 50% d'entreprises et à 50% d'organismes de formation. Et je vais te laisser la main, du coup, Stanislas, pour que tu nous parles de la masterclass sur Sphere. Yes. Merci beaucoup, Emeline, pour l'introduction. Et puis, plus largement, merci à tout e-Learning Boulevard pour d'abord le partenariat et puis pour cette mise en avant aujourd'hui. Je vais lancer mon partage d'écran dans un premier temps pour voir si tout fonctionne bien. Allez. C'est good. Magnifique. C'est bon pour moi en tout cas. Super. Et merci beaucoup pour la confirmation. Donc bonjour à tous, on est ensemble pour une petite heure pour évoquer ensemble donc SpeederNet Sphere, qui est un outil de création de contenu en réalité virtuelle. J'en dirai bien sûr plus au cours de la présentation, puis je vous montrerai quelques exemples en fonction bien sûr des sujets qui vous intéresseront aussi. Si vous souhaitez interagir, moi j'ai l'écran face à moi, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à évoquer vos remarques également. Ce sera avec grand plaisir pour pouvoir rebondir dessus. Alors, si je veux rebasculer sur le premier écran. Non.
Voilà. Donc très rapidement pour l'introduction, pour me présenter en quelques mots, je suis Stanislas, je fais partie de l'équipe de Speedernet, principalement sur les sujets qui touchent à l'immersif, donc tout ce qui est réalité virtuelle 360, mais un peu plus largement aussi sur des prestations studio traditionnelles et sur de l'ingénierie pédagogique. Et pour faire un zoom donc, sur ce qu'on va voir aujourd'hui, dans un premier... Alors, je vais juste vous enlever le partage. Voilà. Donc, dans un premier temps, les sujets assez larges et assez macro sur pourquoi faire de la réalité virtuelle. Dans un deuxième temps, je vous présenterai donc le logiciel Speedernet Sphere, ce qu'il englobe, et puis je dirais directement dans l'outil pour vous montrer un peu les méthodes de production très rapidement, puisqu'on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail à ce niveau-là. Suite à ça, je vous présenterai quelques cas d'usage en fonction de ce qui peut vous intéresser. Donc, on a une compilation d'extraits et s'il y en a certains que vous souhaitez voir, on pourra y passer un petit temps dessus. Et à l'issue, on reviendra un peu sur ce qui va plutôt toucher au modèle économique, aux manières de collaborer, de produire et possiblement de se partager des projets de manière plus hybride. Voilà en quelques mots pour ce qui nous attend aujourd'hui. Au niveau de la réalité virtuelle, dans les grandes lignes, le premier gros point en termes de valeur apportée, ça va être tout ce qui va être digitalisation des compétences. Donc, on va pouvoir filmer dans un objectif de transmettre. Donc là, on est plutôt sur du 360 degrés. Et il y a également un enjeu autour de la marque employeur. On peut faire, par exemple, tout ce qui est visite virtuelle pour faire découvrir l'entreprise à de nouveaux arrivants. Donc, il y a plusieurs manières comme ça, on va dire, de booster la marque employeur, mais aussi de digitaliser les compétences. Dans un second temps, il y a un enjeu de massification, puisqu'une fois que le contenu est créé, on peut le déployer à échelle très, très rapidement. Et bien sûr, de sécurisation des apprenants, puisque si vous êtes sur des métiers plutôt techniques, le fait de virtualiser cette formation va permettre d'éviter tout risque. Par exemple, je suis dans un environnement industriel, je dois apprendre à gérer tout ce qui est incendie. Bah, c'est toujours mieux de le faire en virtuel plutôt que d'allumer la flamme devant soi et de faire en sorte de pouvoir la gérer. Donc, c'est un des grands sujets qu'on retrouve très souvent, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être sur de la machine, directement sur de la chaîne de production, comment je mets en arrêt, comment je réagis à certaines situations. En parallèle, c'est aussi beaucoup utilisé pour tout ce qui est soft skill, plutôt sur de la prise de décision en fonction d'un contexte en particulier. Je pourrais vous montrer également un exemple sur cette thématique. Un gros enjeu autour de la réalité virtuelle, c'est de rendre accessible. Un point assez intéressant, c'est qu'on peut aussi bien consommer ce contenu chez soi en fin de formation que directement à côté de la machine avec un formateur à côté de moi. Donc, le fait de multiplier les approches pédagogiques, ça permet de l'intégrer dans les parcours beaucoup plus facilement. Et c'est souvent un des éléments qui fait qu'on peut d'abord commencer avec un grain de formation en réalité virtuelle et au fur et à mesure venir l'enrichir. Le but n'étant bien sûr pas de complètement convertir le parcours, puisqu'il y a des temps très importants, parfois un temps sur la machine qui est nécessaire. Le but, ça va être plutôt de le faire seulement 2 fois au lieu de 10 pour éviter d'immobiliser cette machine, mais tout en le faisant en fait plus de fois en passant par ces méthodes virtuelles. Donc on pourrait très bien répéter 20 fois la formation et le faire seulement 2 fois en réel après sur la machine. Dernier point, au niveau des apports, c'est tout ce qui va être suivi au sein de l'expérience pour de l'amélioration continue, mais aussi pour avoir des retours très concrets sur la manière dont est vécue l'expérience, peut-être pour voir comment votre audience aussi se saisit de la modalité, voir comment le contenu est pris par ce public et comment vous pouvez le faire évoluer dans un second temps. Donc là, c'était à l'échelle très large. Je vais revenir un petit peu plus micro avec Speedernet Sphere, qui est la solution qu'on propose. Je présenterai Speedernet à l'issue pour que vous ayez le portrait un peu plus large, mais le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de se centrer sur cette thématique-là. Pour vous le décrire en quelques mots, en fait, c'est un logiciel no-code qui est utilisé par des formateurs, des enseignants, des experts métiers pour pouvoir produire leur propre contenu de réalité virtuelle et de 360. Donc, en fait, ils vont venir virtualiser leur environnement en le capturant à 360 degrés avec une caméra et à l'issue, ils vont pouvoir scénariser eux-mêmes leur propre parcours de formation. Je vous parle de 360, vous verrez un peu plus tard qu'il y a également de la 3D pour d'autres usages, mais ça, j'y reviendrai également. Pour rapidement aborder les grands principes liés à Speedernet Sphere, le premier, c'est qu'on est sur un modèle local. C'est un parti pris qu'on a mis en place assez tôt dans le développement du logiciel, puisqu'on ne souhaitait pas être sur un modèle SaaS pour des questions principalement de sécurité, confidentialité. Et le deuxième point, c'est pour des questions de propriété. C'était 2 gros enjeux pour nous par rapport aux premiers échanges qu'on a eus au moment de la conception de l'outil. En fait, il y a un gros enjeu autour donc, de la sécurité, confidentialité qui fait aujourd'hui qu'on travaille avec des groupements comme l'armée, comme EDF, qui ont besoin justement de cette sécurisation des données. Et d'un autre côté, on va avoir la question de propriété, puisque, allez, dans le pire des cas, admettons que Speedernet ferme dans 1 an, parce qu'il s'est passé la fameuse 3e guerre mondiale dont on parle beaucoup en ce moment, si l'entreprise ferme, en fait, tout ce que vous avez développé avec le logiciel vous appartient toujours.
S'il est exporté, vous pouvez le diffuser comme vous le souhaitez. Alors que si tu es lié à une plateforme, au moment où la plateforme ferme, vous n'avez plus accès à l'outil, assez évidemment. Donc voilà un peu pour le choix de ce modèle. On est sur un outil zéro code, donc il n'y a pas besoin de savoir rentrer dans les scripts et compagnie. Vous pourrez simplement, à l'image un peu d'un PowerPoint, déplacer les éléments et les scénariser. Scénarisation avancée, j'y reviendrai plus tard, puisqu'on pourra revenir un peu sur les méthodes proposées. Et diffusion scormée depuis un LMS, pas obligatoirement, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un suivi de l'apprenant par le biais de votre plateforme. Si c'est quelque chose que vous recherchez, on peut également évoquer le sujet plateforme, et je crois que eLearning Touch est également bien positionné sur ces questions-là. Pour aborder très rapidement les 5 grandes étapes de création d'un contenu, on va d'abord retrouver la phase de conception. Celle-ci, elle se passe vraiment en dehors de tout objet virtuel. Vous pouvez réfléchir à l'idéalisation de votre projet, peut-être les concepts que vous l'intégrez dedans, est-ce qu'il va être gamifié, est-ce qu'il va y avoir de la narration, etc. Et également développer un storyboard pour pouvoir derrière passer en phase de production plus concrètement. Dans un second temps, on va pouvoir développer l'environnement. Soit je vais utiliser une caméra 360 pour scanner mon environnement et avoir un résultat très rapidement, soit je vais le modéliser. Vous verrez sur l'outil, on a également une intelligence artificielle qui vous permet automatiquement d'avoir des environnements promptés. Donc là, il y a plusieurs options. Aujourd'hui, vous avez 3 manières de faire pour créer l'environnement en fonction du besoin. À l'issue, on va pouvoir importer cet environnement dans le logiciel pour créer. Donc là, on va juste enrichir en ajoutant des photos, des vidéos, du son, des éléments 3D. Et ensuite, on va les scénariser. Donc, quand j'ai le bouton play, quand je clique sur le bouton play, la vidéo se lance. À la fin de la vidéo, j'ai un avatar qui va apparaître, etc. Troisième point, on va venir exporter, héberger. Quatrième point, on va diffuser. Le troisième point, j'y reviens juste après. D'abord, le quatrième qui est assez important. Un contenu sphère, vous pouvez le visionner par n'importe quel moyen. C'est-à-dire que si vous souhaitez visionner le contenu d'abord dans un casque et ensuite sur un ordinateur, vous pouvez le faire complètement nativement. Il n'y aura pas de surcoût, etc. Il y a quelques micro-éléments à adapter dans le logiciel au moment de la création, mais un même lien vous permet de consommer le contenu sur n'importe quel moyen de visualisation. Alors, pardon, pour revenir quand même sur l'export et l'hébergement, qui est un point assez important, normalement, on a une slide un peu complémentaire juste après. En fait, l'export va se passer directement sur le logiciel. En fonction de la manière dont vous allez l'héberger, vous allez avoir différents types d'export. Ça, c'est très clair directement dans l'outil. Mais par exemple, si vous souhaitez passer par un serveur pour mettre votre contenu sur un site web, admettons que vous faites une visite virtuelle de votre entreprise ou de votre établissement scolaire, et bien dans ce cas, vous allez pouvoir tout simplement héberger sur votre serveur, avoir un lien web. Ce lien web sera sur votre page après, comme n'importe quel autre lien. Donc ça, c'est la manière la plus simple, on va dire, d'exporter et d'héberger. La deuxième manière, ça va être de placer par votre plateforme LMS. Donc, vous pouvez très bien utiliser Moodle ou n'importe quelle autre plateforme, avoir cet onglet SCORM, donc, qui est la norme qui va nous permettre de suivre dans l'expérience, et à l'issue, avoir des retours concrets en déployant sur votre plateforme. Alors, je vois que Christelle avait une question. Bonjour, recevrons-nous la présentation partagée à l'écran? Moi, je peux la transmettre sans problème. Après, le contrôle sera plutôt du côté Learning Boulevard, mais je vous ferai passer la... Oui, on pourra, je vais noter à quoi vous voulez la présentation, Christelle. Ça marche. Merci beaucoup, Emile. Donc voilà pour les 5 grandes étapes de conception d'un projet, donc du début de la phase d'idéalisation jusqu'au déploiement et la mise en route du contenu directement. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de basculer un coup dans le logiciel très rapidement. Si vous souhaitez aller plus loin après, vous verrez qu'il y a des options. Excusez-moi. Il y a des manières de faire pour pouvoir vous donner accès au logiciel. On a notamment un test qui est proposé chaque semaine sur 2 semaines gratuitement pour pouvoir vous permettre de faire vos armes sur la solution. L'écran suit toujours, parfait. Donc, je vais juste venir le déplacer ici. Sauf qu'il ne le prend plus en compte. Alors, excusez-moi, je vais devoir faire un petit setup pour changer le partage d'écran. Et voilà qui devrait être un peu mieux. Dès que j'aurai l'écran complet, vous arrêterez d'avoir la spirale infinie juste derrière. Donc là, on retrouve la page principale du logiciel à l'ouverture. Donc on peut venir nommer, comme pour toute autre solution, le nom du projet, un nouveau projet. Et là, je vais partir du projet vide. Évidemment, si vous souhaitez passer par l'assistant, vous avez des petites bulles explicatives de manière assez récurrente. Alors, tac, tac, tac. Pourquoi me le mettre comme ceci? Les joies du direct.
Ouais, c'est exactement ça. Je vais essayer de le remodéliser un peu mieux, mais c'est assez étonnant de voir qu'il est aussi décalé vers le haut. Mhm. Eh bien, non. Je vais devoir rechanger et repasser sur le petit écran. Excusez-moi. Pas de souci. On avait une question dans le chat. C'était, est-ce possible de Fabien, est-ce possible de diffuser un module en mode hors ligne? En mode hors ligne. Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de la manière dont vous souhaitez le déployer. En fait, on va passer, par exemple, par des casques spécifiques. Dans ce cas-là, si vous voulez passer par des modèles vraiment immersifs, on s'appuie sur une technologie qui est développée par Pico. Donc Pico qui est la marque de casque. Et de notre côté, on a développé une application qui s'appelle Compagnon qui permet de visualiser hors ligne. Donc là, il y a quelques éléments à discuter autour, mais c'est quelque chose qu'on déploie de plus en plus aujourd'hui, donc plutôt pour de l'immersive cast. Pour ordinateur, téléphone, ça va beaucoup dépendre de vos contextes. Donc ça, on peut en discuter après. C'est des choses qu'on fait un peu sur mesure, mais par défaut, il n'y a pas de solution. En revanche, si vous avez des questions de production hors ligne, ça, c'est des choses qui existent et qui sont assez importantes pour nous. Je vous parlais notamment de l'armée tout à l'heure, qui a un gros enjeu autour de ces sujets-là. Et donc, on a développé en fait, un logiciel qui permet directement de produire hors ligne. Donc là, c'est vraiment pour la phase de production, mais pour la diffusion, si vous souhaitez qu'on en discute plus en détail, c'est complètement faisable. Voilà, bon, excusez-moi pour la petite pause involontaire. Cette fois-ci, ça devrait être mieux. Donc, je vais agrandir. Et voici. Donc, voici l'interface du logiciel. Vous allez retrouver 4 grandes zones. La première, ça va être le haut. Donc, ici, on va retrouver toutes les scènes qui vont venir se lister au fur et à mesure. À gauche, on va voir la boîte à outils. Donc, on va voir ici, par exemple, tous les éléments qu'on peut ajouter. On va retrouver des systèmes de variables, des systèmes de médias, des systèmes de suivi aussi d'historique, une ligne temporelle si vous faites de la vidéo 360 et un système de débugage qui pourra nous servir également dans la continuité. À droite, on va retrouver tous les éléments qu'on va ajouter. Si j'ajoute une photo, j'aurai image numéro 1 qui va apparaître à droite. Et en bas, je vais avoir à ce niveau-là ce qui va me permettre de déplacer et de positionner les éléments dans mon environnement. Pour vous montrer un peu comment ça se modélise, dans ma première scène, je vais pouvoir cliquer sur le rouage, et donc là, je vais choisir un panorama. Ce panorama, donc je vous disais, 3 options. Soit nouveau média, donc c'est un média que j'ai déjà pris en photo, par exemple, et que je vais chercher sur mon ordinateur. Média existant, on a une bibliothèque en ligne qui est proposée également, qui peut vous permettre de faire ça assez rapidement. Et la troisième option, je vais vous la montrer juste après. Alors, je ne la mettrai pas en pratique aujourd'hui parce que ça prend environ 2 petites minutes le temps de produire l'environnement. Mais là, admettons que je prenne voilà, le garage et l'entrepôt. Je vais prendre la gare. Donc, on vient de télécharger directement ces environnements que vous pourrez employer dans des contextes de formation sans problème. Et à ce niveau-là, on va venir l'intégrer directement dans l'environnement. Donc là, vous voyez, par exemple, on regarde un mur qui ne nous intéresse pas tant que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le point de vue. On va le mettre, par exemple, à ce niveau-là. Et donc, à ce niveau-là, je vais pouvoir faire ma capture de point de vue. Quand je vais démarrer l'expérience, je vais démarrer sur cet angle-là. Ça m'évite de démarrer au sol, au plafond ou sur un angle qui ne soit pas pertinent. Et donc, je vous parlais également de la troisième option. La troisième option, donc admettons que je crée une nouvelle scène. Donc là, je vais avoir ma scène numéro 2 qui est ajoutée à la liste. Et donc là, si je veux créer avec la nouvelle IA qu'on a intégrée en partenariat, ce sera juste ici, généré avec l'IA. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir prompter ce que vous souhaitez. Ici, vous allez retrouver différents types illustratifs. Donc, soit vous êtes sur du très réaliste, soit vous voulez quelque chose d'un peu fantaisiste, futuriste, etc. Ça, c'est en fonction du type de projet que vous voulez faire. Par exemple, on a un contenu sur le cycle de vie des données qui a été fait dans un contexte un peu futuriste. Et en parallèle, on a des contenus plutôt portés sur de l'apprentissage d'anglais avec un monde un peu à la Alice au pays des merveilles qui a été fait entièrement avec l'axe fantasy. Donc, évidemment, ça va bien ensemble, mais ça permet en tout cas d'ouvrir un peu, je dirais, les vannes de la créativité et d'aller un peu plus loin que le simple environnement professionnel. On peut aller encore plus loin aujourd'hui, même si c'est seulement pour des transitions ou pour des interludes de formation. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous est accessible 15 fois. Donc vous pouvez prompter 15 fois gratuitement pendant votre test. À l'issue, si ça vous intéresse, il y a un modèle qui est proposé par l'IA directement, qui est aux alentours d'une quinzaine d'euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est la seule option qui est proposée en additionnement. D'ailleurs, nous, on ne gagne pas un centime avec ça. Hein, c'est vraiment un partenariat pour les mettre en avant et également pour ouvrir les possibilités sur le logiciel. Mais notre principe est vraiment de dire que vous avez la licence, vous avez accès à tout. Et là, vu que c'est un partenariat externe, on a dû le mettre comme ceci.
Donc voilà un peu pour le principe. Ici, je vais ajouter une deuxième scène, donc que j'avais déjà téléchargée à ce niveau-là. Donc l'entrepôt numéro 2. Et pour vous montrer très très rapidement comment se modélise un scénario, donc là, je vais tout simplement ajouter, par exemple, une image. Cette image, je vais pouvoir la définir à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a le rouage. Et donc là, on va pouvoir travailler dessus. Est-ce que je veux un média en particulier? Est-ce que c'est un dessin que j'ai créé moi-même? On est toujours sur le même concept, sur ordinateur ou en ligne. Et c'est parfait. Le logiciel a fait le choix de se fermer. Donc, je vais pouvoir vous montrer l'enregistrement continu. Ça. Donc, le logiciel peut parfois fermer, comme il vient de le faire. En revanche, votre projet est continuellement sauvegardé. Donc là, on va le relancer. Et en toute logique, on devrait avoir les deux scènes qu'on avait intégrées juste avant. Donc là, on a la première et on a bien la deuxième qui est intégrée également. Donc j'ai mon image, j'ai tout mon icône. Si on met des icônes quand on ajoute des points, c'est simplement parce qu'on pourrait avoir plusieurs images dessus. Par exemple, j'ai d'abord une image avec un bouton play et quand je clique dessus, j'ai une coche qui apparaît à la place. Bah, ça évite de mettre deux images. Comme ça, vous pouvez simplement changer le visuel de cette image. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un exemple ici. Donc, je vais ajouter, par exemple, un bouton flèche. Alors, vous avez pas mal d'éléments à disposition gratuitement. Il y a un peu plus d'un millier d'éléments. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Sphere 5, ici, qui est le plus récent. Donc là, par exemple, on peut mettre une flèche de direction. Cette flèche, je vais venir la sélectionner et je vais ensuite pouvoir la positionner. Donc, vous voyez, on l'a à ce niveau-là. Elle est sélectionnée vu qu'on voit les onglets actifs. Si je clique à côté, ils ne le sont plus. Et donc, si je reclique, le déplacement sphérique va me permettre très simplement de le positionner en me déplaçant. Donc là, admettons que je vais la mettre au sol vers la lumière, donc c'est derrière moi. Hop. Et maintenant, il va falloir que je joue un petit peu pour avoir un effet un peu de, je dirais, de perspective. Et donc là, je vais simplement cliquer dessus et je peux jouer sur ma rotation. Alors, ce que je fais dans ce cas-là pour la sélectionner, c'est que je peux repartir et tout simplement cliquer sur l'image. Là, voilà. Et donc là, on peut jouer pour faire comme si on la collait au sol directement. Ça, après, c'est une question de choix et de détail de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là, par exemple, je vais la plaquer un peu plus et je vais la réavancer ici. Et voilà, j'ai mon point qui a été mis en place. Je pourrais encore plus l'aplatir si je le souhaite. Et ce que je vais également faire, c'est que je vais l'animer par défaut. Et ça me permet de vous montrer un peu le concept du logiciel, puisque là, vous avez vu, on peut très facilement ajouter l'image. On peut dire que cette image est visible ou invisible par défaut. Et on va pouvoir également animer cet élément par défaut. Donc là, par exemple, je vais dire qu'elle pulse juste ici. Donc, il suffit de cocher pour lancer l'animation. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En fait, le logiciel, son objectif, c'est de vous permettre de personnaliser à 100%. Et donc, si vous voulez sur l'animation et dire qu'il ne monte que de moitié la première fois, puis entièrement la deuxième, puis qu'il le fait dans le sens inverse la troisième fois, c'est possible aussi. C'est du micro-détail, mais c'est envisageable si vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant d'animations que vous souhaitez à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous servir. Voilà pour les principes d'animation. Et donc, si on en revient au scénario, maintenant, ce que je vais dire, c'est que quand je clique sur ce point, je veux changer de scène. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est aller sur mon bloc, en haut à gauche. J'ai un mode scénario. Et là, on est sur un principe qui est assez proche de Storyline, que vous connaissez peut-être, puisqu'on va être sur des modèles cause-conséquence. Donc, on a la cause qui est le déclencheur, la conséquence qui est juste à droite, et possiblement des conditions pour mesurer l'avancée. Par exemple, on aurait pu dire il faut que je trouve les 3 risques dans la pièce avant de pouvoir cliquer sur ce bouton. C'est une possibilité. Dans ce cas, on met une variable. Les 3 doivent être cliqués. Si les 3 sont cliqués, je peux cliquer sur celui-ci. Donc voilà, si je rentre dans le détail maintenant du déclencheur, donc dans ma première scène, si je clique sur l'image, la conséquence à ce niveau-là, c'est que je vais changer de scène, aller vers la scène numéro 2. Et donc là, j'ai mon premier scénario qui est mis en place. Pour vous montrer un peu toutes les possibilités qu'offre le logiciel, vous allez avoir donc là du déclencheur au clic, c'est ce qu'on avait vu, l'interactivité. On peut être sur du système de variables. Donc, tant que je n'ai pas trouvé un certain nombre d'éléments ou si j'ai 5 sur 10 au quiz, la condition va être telle. On va avoir des systèmes d'animation. Donc, par exemple, quand je sais pas, j'ai trouvé les 3 risques, et ben, j'ai le téléphone qui va sonner en se déplaçant sur la table. C'est une possibilité. La ligne de temps, donc là, ça me permet de dire au bout d'un certain temps, il se passe quelque chose. Ça peut être soit pour faire apparaître des stimuli dans le contenu, soit pour apporter de l'aide aussi, parfois pour réorienter dans la ressource, etc. Et après, les systèmes de propriété, en arrivant sur scène, c'est un peu plus spécifique. Mais voilà, le but, c'est vraiment que vous ayez une liberté complète dans votre scénarisation. Et donc là, vous voyez, simplement en ajoutant cette étape-là et le média que je vous ai présenté un peu plus tôt, bah, je vais cliquer sur Jouer. Et ça va directement me lancer le contenu qu'on vient de créer en 360 ici, parce que le logiciel traite que je suis sur ordinateur. Si je veux le lancer sur casque, il me suffit de l'exporter et derrière d'ouvrir le logiciel.
Et pardon, d'ouvrir le lien. C'est simplement un lien à cliquer après. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le logiciel de l'autre côté. Donc voilà, on en revient ici, j'ai bien mon animation, et si je clique dessus, je bascule vers la scène numéro 2. Voilà, je n'avais pas pris ma photo, j'aurais pu la prendre par exemple comme ceci, et on peut poursuivre comme ça toute la scénarisation. Donc voilà un peu pour ce que vous allez pouvoir faire à partir du logiciel. Hop. Si je peux évoquer peut-être une dernière petite chose, c'est le groupe HUD. Le groupe HUD, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des éléments qui restent dans le champ visuel des apprenants. Par exemple, vous voulez mettre un système d'aide et permettre à tous vos apprenants de pouvoir cliquer soit sur admettons, sur un menu ou sur une carte, ou avoir un décompte de points ou un décompte de secondes si vous mettez un chronomètre ou un minuteur, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, mettre une carte. Donc là, j'ai mon icône par défaut. Je vais le sélectionner. Et cette icône, je vais pouvoir ensuite le greffer directement dans mon groupe HUD. Pour ça, je vais le prendre, le faire glisser. Et maintenant, j'ai mon image qui est là. Et en fait, ici, vous voyez une grille apparaître. C'est l'endroit au niveau duquel je vais bloquer l'élément pour y avoir toujours accès. Par exemple, je vais le mettre en bas à droite. Et une fois que j'ai lancé, alors je ne veux pas le reprendre, je vais reprendre là où j'en étais. Vous voyez que j'ai mon onglet qui est maintenant ici. Et quel que soit mon point de vue, il va toujours me suivre. Donc ça, pour des aides, des systèmes d'aide, etc., c'est très important. Et c'est quelque chose qui nous avait été énormément demandé. Donc on est très content de l'avoir mis en place. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Vous pouvez en mettre plusieurs à la fois. Si vous mettez un quiz, que vous voulez absolument faire valider ce quiz, vous pouvez le mettre en plein centre de l'écran et il ne disparaîtra pas tant qu'il n'est pas validé, etc. Voilà un peu pour le logiciel. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui, puisqu'il nous reste encore une petite demi-heure, et puis je voulais vous montrer quelques usages, etc. Si ça vous intéresse d'en voir plus, on fait des présentations tous les vendredis matins à 11 h à ce sujet-là, pendant à peu près 1 heure. C'est l'équivalent de ce que j'ai fait aujourd'hui en un peu plus poussé. Et on vous donne bien sûr accès au logiciel pendant 2 semaines après, si vous le souhaitez. Voilà pour la partie sphère. Je rebascule sur ma présentation. Est-ce que vous aviez peut-être des questions jusqu'ici sur la partie logicielle, ou est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez pas à poser directement dans le chat ou à ouvrir votre micro si c'est possible. À disposition. Alors, je vais relancer le partage. Tout semble clair, du coup. Comment, pardon? J'ai dit tout semble clair, du coup, c'est parfait. Oui, bon, magnifique. N'hésitez pas, si un instant de brume apparaît, je viendrai le souffler. Pour revenir un petit peu, donc là, je vous ai fait une présentation très rapide des premières étapes, mais on peut aller très loin avec les fonctionnalités proposées. Donc l'interaction avec des POI, donc c'est points d'intérêt, c'est vraiment le principe de base, de pouvoir cliquer sur une photo, une vidéo, etc. On peut aller beaucoup plus loin, on peut faire de l'animation 3D, on peut aller sur de la ligne de temps, comme je vous le disais, on peut faire de la variable temporelle aussi. Par exemple, j'ai 3 risques à trouver, et j'ai 1 minute pour trouver ces 3 risques, mais à chaque fois que j'en trouve un, je vais gagner 10-20 secondes en plus. Donc ça permet d'apporter un côté un peu jeu, un peu ludique, qui va pousser un peu l'apprenant à aller plus loin dans son expérience. C'est quelque chose qui est très, on va dire, très positif en termes de retour et d'expérience vécue par les apprenants. Et également des possibilités, bien sûr, de traduire assez rapidement les ressources, puisqu'on peut exporter l'ensemble des textes, l'ensemble des voix, etc., pour pouvoir les traduire dans la langue souhaitée. Au niveau des capacités pédagogiques, il va y en avoir pas mal également. On peut faire donc de l'insertion de capsules, ce qu'on évoquait avec de la vidéo, des images, etc., mais des activités pédagogiques également. Donc là, on va être plutôt sur des systèmes de quiz avec de l'intégration d'images, de l'intégration de vidéos pour enrichir un peu les éléments proposés. On peut scormer les contenus, je ne reviens pas dessus, et développer des scénarios avancés. Les typologies de ressources qu'on va pouvoir en dégager, ça va être des contenus type chasse au risque, des contenus de visite virtuelle qui sont ceux qu'on retrouve le plus souvent. Et puis, on va pouvoir aller dans des choses plus narrées, plus gamifiées, avec du serious game, escape game, qui sont des choses qu'on retrouve de plus en plus et qui peuvent être faites de manière assez micro aussi. On retrouve beaucoup de décomposition de contenu aujourd'hui pour avoir des grains de formation, comme on disait plus tôt, qui vont intervenir sur une dizaine, quinzaine de minutes, mais qui vont le faire 3 à 4 fois sur le parcours complet de formation. Voilà un peu pour les quelques activités qu'on peut retrouver. Si on va un peu plus loin maintenant, je voulais vous proposer de découvrir quelques cas d'usage. Alors, au choix, soit vous me demandez des cas d'usage sur des thématiques un peu particulières. Allez-y, sur l'environnement, passez choix. Oui, je vais pouvoir vous trouver ça sans problème.
Et donc voilà, si vous avez des envies particulières sur les exemples, je peux vous montrer des choses qui touchent à des chaînes de production, qui touchent du milieu des sciences. On peut être dans le monde industriel, on peut aller sur du soft skill. Donc voilà. S'il y a des choses qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas. On se débride un peu par rapport à ce qu'on propose d'habitude. Alors, je vais commencer avec la question de Christelle, où l'utilisateur agit sur l'environnement par ses choix. Alors, est-ce que je peux vous redemander de reformuler un petit peu la question? Est-ce que l'utilisateur peut se déplacer librement, donc il peut aller, on va dire en 3D, se déplacer physiquement, ou est-ce qu'on va être plutôt sur un schéma d'arborescence, où en fonction de la réponse qu'il va donner, le scénario va changer? Voilà, si je peux juste avoir cette petite précision, et comme ça, je vous présente un exemple en fonction. Pascal, sur l'apprentissage de l'anglais en voyage immersif. Oui, alors ça, on a un projet juste énorme en cours avec l'Académie de Lyon. Je vous en parle rapidement en attendant la réponse de Christelle. D'accord, ok, une opération chirurgicale. Et bien ça, je vais essayer de vous présenter quelque chose dans le tas. Alors rater, c'est très compliqué vu qu'on est dans du 360, du réaliste, mais on pourrait le faire en 3D pour présenter un peu les dérives. Pour l'apprentissage en anglais, on est sur un projet en ce moment avec l'Académie de Lyon où en fait les étudiants enfin les élèves plutôt, vu qu'on est pour les élèves de 5e, 4e, vont se mettre par groupe de 4. Et en fait, il y a tout un contenu qui a été développé par notre studio et par l'Académie où on va prendre le rôle d'un espion et on va se retrouver dans des environnements de New York. Donc, on va avoir Times Square, Liberty Island et d'autres. Et le but, ça va être d'éviter, alors c'est une attaque d'IA terroriste. Donc, le but, c'est de mettre un peu la pression sur les élèves. Et eux vont travailler par groupe. Le but, c'est vraiment de travailler d'un côté la compréhension en anglais, donc principalement orale, vu qu'il y a de l'audio. Également textuel, donc on va avoir parfois des textes à déchiffrer. Et puis en parallèle, eux vont communiquer au sein de leur groupe physique avec la voix, en anglais évidemment. Donc il y en a un qui a le casque, l'autre qui a une tablette qui voit ce qui se passe dans le casque, et un troisième qui a un papier qui explique un petit peu tous les éléments à trouver. Par exemple, combien de taxis va-t-il y avoir sur une telle rue? Le chiffre va permettre d'avoir un premier numéro de code pour aller à l'étape suivante, etc. Alors ça, pour l'instant, c'est un projet qui est en construction, qu'on a représenté hier à la journée innovation pédagogique lyonnaise. Par contre, on n'a pas d'extrait pour l'instant, vu qu'il n'est pas encore déployé. Mais ça, je peux me noter de vous en envoyer un petit bout dès que ce sera accessible. Je pourrais également vous faire passer, je ne l'ai pas ici, mais je pourrais vous faire passer le contenu dont je vous parlais d'Alice au Pays des Merveilles, qui est sur de l'apprentissage de l'anglais niveau, je dirais, A2. Et alors par contre, on n'est pas sur du voyage. Là, pour le premier contenu, on était vraiment physiquement ailleurs avec les captures de l'environnement américain. Là, dans cet environnement, tout a été fait avec l'IA dont je vous parlais, et on est dans un environnement très typé Alice au Pays des Merveilles, donc le monde un peu fantaisiste. Voilà. Donc pour revenir un peu sur les typologies de contenu, alors on parlait d'opérations chirurgicales ratées. Alors en 360, ça c'est purement impossible à faire parce qu'il faudrait rater l'opération physiquement, en fait. Donc sauf si vous trouvez une personne qui accepte de se faire un peu charcuter, ça va être compliqué. En revanche, ce qui peut être fait, c'est de l'avoir avec un personnage 3D. Donc, on pourrait tout modéliser pour arriver à ce biais-là. Ou alors, on peut être aussi dans des contenus un peu plus comment dire, plus de décisions. Donc, par exemple, je vais vous montrer celui-ci. On a fait avec l'IFSI de Lyon. Et donc là, on va avoir d'abord des questions autour du choix des EPI. Donc là, on va avoir, voilà, par exemple, la blouse, les chaussures, etc. Et à ce niveau-là, on va être plutôt sur un type chasse au risque. Donc ça, c'est le premier contenu de 3 contenus différents qui vont ensemble. Le premier, c'est vraiment de prendre en compte, donc c'est vraiment de la découverte, de prendre en compte tous les éléments clés qu'il va y avoir à vérifier. Donc ça va être, comme vous l'avez vu un peu plus tôt, le pansement, ça peut être, je crois qu'il y a des espaces là, donc les panines, j'avoue que j'ai plus le terme en tête, et on va en retrouver plusieurs au fur et à mesure, comme ça qu'on peut revérifier, et qui sont en fait tous les checks qu'on doit faire en début de prise en compte d'un patient. Sachant que là, on est sur la première étape avec le mannequin. On a une deuxième étape avec un mannequin qui est très procédurière. Là, on est très libre. Et la troisième, c'est qu'une vraie personne qui vient dans la salle, qui est filmée en 360. Et on va devoir réaliser encore une fois ces étapes. Donc, voilà un peu pour le premier exemple que je souhaitais vous présenter. Et je vais aller sur quelque chose d'un peu plus travaillé visuellement, puisque celui-ci, c'est un contenu qui a quand même facilement 2 ou 3 ans. Donc, qui a déjà fait son bout de chemin, mais qui est toujours déployé et qui permet toujours de former aujourd'hui les apprenants de l'IFSI. Pour être sur une thématique un peu plus découverte de lieux, c'est un contenu qu'on a fait avec la CMA il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas si vous avez le son.
13, Parfait. pour de 15 heures avec M. Giroud. Attends, bonjour, bienvenue au CFA. Excusez-moi. Oui, je vous ouvre. Tu t'intéresses à l'apprentissage? Moi, je suis en deuxième année de pâtisserie. L'apprentissage, ça a changé ma vie. Le rythme est différent de l'école. J'ai démarré une vie pro. Mon travail est concret, tu gagnes ta vie en bossant. Vraiment, c'est cool. Vous avez vu Léo? Il est devenu le meilleur apprenti de France. Je vous laisse avancer vers la bande d'accueil pour démarrer la visite. Bonne journée. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour vous laisser un peu entendre ce principe. Donc là, on est sur une introduction de modules pour valoriser un peu donc, les CFA et le rôle d'apprenti. Derrière, on va avoir un premier questionnaire qui va être mis en place pour vérifier justement le niveau de compréhension des personnes qui vivent le contenu et si elles ont la bonne vision sur les CFA. Et à l'issue, on a une visite qui démarre avec donc 4 grands espaces. Le premier va être l'espace mécanique et on va avoir des explications. Donc là, on est très passif. On va recevoir ces explications, mais ça permet une visite complète. Je vais mettre en pause. Et donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une temporalité qui a été mise en place. On n'a pas forcément de clic obligatoire, mais on peut aussi cliquer directement sur ces œillets pour accéder à l'information. Donc là, c'est vraiment une consommation de choix. Voilà pour ce deuxième exemple. Hop. Et un troisième que je souhaitais vous présenter, peut-être celui d'Isara, qui est assez récent. Donc Isara, qui est une école d'agronomie. Et donc le principe ici, ça va être d'être en action. Il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place. On retrouve les EPI puisqu'on va être dans une salle blanche juste après, donc ça reste un peu le cœur du sujet. Vous voyez que là, il y a un travail de graphe qui a été fait pour entourer les différents éléments. On va avoir une image juste ici parce qu'on a une deuxième chance pour choisir les EPI en question. Si la deuxième chance qu'on se rate cette fois-ci, on est considéré comme non connaissant sur ce sujet, puisque c'est un point très très important pour eux. Et là, c'est un peu le concept que je vous évoquais plus tôt. On va avoir des éléments à trouver en fonction d'un temps donné, sauf que eux n'ont pas fait le choix d'influencer le temps en fonction des éléments trouvés. Donc là, on trouve les éléments, on a un temps dédié, et on réussit ou pas. Et donc là, par exemple, il y a eu des oublis, il a une deuxième chance, et à chaque fois, on est sur ce principe de 2 possibilités. À l'issue, si vous n'avez pas trouvé, vous avez la réponse. On a également déployé des avatars dans ce cas-là qui vont pouvoir interagir. Donc là, j'ai coupé le son, mais qui vont apporter de l'information complémentaire vocale. Ils pourraient être également dans du déplacement physique, plus que ça. Là, c'est un choix de ne pas l'avoir fait. Mais en tout cas, voilà un peu le principe de cette expérience où on va retrouver toutes les bonnes pratiques d'hygiène, sécurité dans la salle blanche. Donc là, vous voyez qu'on a des questions de nettoyage, etc. Je vais vous en présenter un ultime. Et après, je rebascule sur ma présentation. Alors, celui que je peux vous présenter… Alors, peut-être sur du soft skill cette fois-ci. Alors, c'est un contenu qui a été fait par l'Institut catholique de Lille. Je vais mettre sur pause tout de suite pour vous le présenter un peu. Ce contenu, l'objectif, ça va être d'accompagner en fait une personne qui n'a pas reçu ses documents pour être légalement sur le territoire français. Et donc, elle vient consulter son avocat, sauf qu'il n'y a pas de rendez-vous qui est encore en place. C'est quelque chose qui est très courant chez les avocats. Et donc, à eux, maintenant, de gérer par la discussion la relation avec leur client. Donc là, par exemple, la personne intervient, dit qu'elle a absolument besoin d'un rendez-vous. On a 3 options. Soit on ne prend pas le rendez-vous, et dans ce cas, on a une scène qui démarre à l'accueil, c'est évidemment tout ce qu'ils évitent. Un deuxième qui est un peu un entre-deux, mais qui ne convient pas non plus. Et la troisième réponse qui permet de basculer dans le bureau et de lancer l'entretien. Et on va retrouver, en fait, comme ça peut paraître pour des questions un peu bateau, mais le but, c'est vraiment d'ancrer ces messages au fur et à mesure de la répétition. Donc là, par exemple, on rentre dans le bureau, la première chose à laquelle je dois penser, c'est demander le nom pour retrouver le dossier. Et si je n'ai pas ça, je ne peux pas aller plus loin dans les étapes. Si je conduis l'entretien sans chercher le dossier, il va y avoir des scènes assez gênantes où je ne vais pas me rappeler du nom de la personne ou des choses comme ça. Donc là, on va lui demander. Il me dit qu'il s'appelle Monsieur Soumaré. Donc voilà, vous avez l'audio, donc vous pouvez avoir le retour. Et en fait, on va interagir sur l'ordinateur directement, comme on le ferait pour une véritable pratique. Et ça, c'est rendu possible par des déclencheurs. C'est des points invisibles, mais interactifs, qu'on pose sur l'ordinateur. Voilà. Et au fur et à mesure, après, on a d'autres questions. Donc là, on a bien le titre. On va mener l'entretien. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle problématique, on va apporter une nouvelle réponse. En fonction de la réponse qu'on donne, on voit les conséquences. Ça, c'est assez intéressant puisque ça permet en fait à l'apprenant ou à l'étudiant de se rendre compte de ses erreurs aussi. Un contenu assez impactant qu'on avait fait dans ce cadre-là,
C'était avec la RATP. Alors, on ne peut pas le diffuser, mais c'est un contenu où, en fait, il y a une personne en état d'ébriété sur les rails d'un train qui est en train de fumer sa cigarette, et le personnel de la RATP va devoir aller le voir pour lui demander d'arrêter sa cigarette. Et à ce niveau en fait, d'ébriété, il y a certaines formules qu'il faut éviter, certaines formules qu'il faut absolument mettre en place. Et les conséquences sont radicales. Si on ne suit pas le bon discours, on prend un coup de poing à la fin. Si on suit le bon discours, la personne est très contente et dit bah, merci beaucoup monsieur, vous êtes vraiment très gentil, etc. Évidemment, c'est la finalité qui est recherchée, ça permet d'ancrer ce message et on s'est rendu compte d'une augmentation assez énorme à ce niveau-là en termes de retour. On est en train de faire un livre blanc là-dessus et je pourrais également le communiquer à l'issue. Voilà pour les exemples. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir en particulier en plus? Pour l'opération chirurgicale, je pourrais vous envoyer la découverte du métier de chirurgien. Donc, on est loin de l'opération ratée, puisque là, c'est plutôt l'opération et toutes ses bonnes pratiques. Mais en tout cas, ça donne des ouvertures de création pour d'autres types de scénarios possibles. Merci, Morgane. Très bien. Et ben, je vais rebasculer sur ma présentation. Alors, juste basculer. Et c'est tout. Alors, si j'en reviens maintenant. Donc, le cas d'usage, on en revient. Et maintenant, la manière de faire. Donc, il y a plusieurs façons de travailler avec SpeedInNet. Nous, au départ, on a un studio de production, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais ça nous donne pas mal de possibilités en termes d'accompagnement. Donc, le premier modèle, ça va être bien sûr de l'internalisation. Vous avez accès au logiciel, vous pouvez produire vous-même. Et nous, on vous accompagne avec différents moyens. On a une Sphère Academy, qui est une plateforme qui vous permet de monter en compétences, qui est accessible gratuitement pour tous nos clients. On a différents types d'ateliers. Vous avez un service client qui vous accompagne, bien sûr, toute l'année. Il y a une externalisation complète qui est possible également. On est studio de production depuis 25 ans cette année, donc on a l'habitude de construire des projets sur mesure, que ce soit du côté immersif ou non. Et évidemment, on utilise 100% notre logiciel Sphère pour produire les contenus immersifs demandés, pour vous permettre aussi de maintenabilité, puisqu'on peut très bien produire avec Sphère pour vous, et derrière, vous, avec le logiciel, maintenir à jour, dupliquer, modifier, etc. On en revient un peu à cet onglet propriété qui est vraiment un point très important pour nous, et des questions de droit. Donc tout ce qu'on fait pour vous vous appartient, mais tout ce que vous faites avec le logiciel vous appartient aussi. Schéma hybride, on peut très bien partager la production. Vous faites une partie, on vous accompagne sur les captations, ou alors vous avez fait les captations, vous voulez qu'on fasse l'intégration dans le logiciel. À ce niveau-là, tout est possible. Il faut juste voir sur quelle partie on peut vous aider. Parlons maintenant plutôt budget. On a deux mondes différents, le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Pour l'éducation, il y a deux approches possibles. La première, c'est l'approche conception. Donc, vous avez une licence créateur. Le modèle économique, qui est souvent quelque chose qui donne le sourire à tous nos prospects pour parler un peu commercialement, c'est qu'on est sur un modèle une licence, un créateur. C'est-à-dire que ce créateur peut produire autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite en nombre de projets et il n'y a pas non plus de limite sur la diffusion de vos contenus. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette licence à 1 690 €, qui est pour un concepteur pédagogique ou un enseignant, cet enseignant peut très bien produire 200 contenus dans l'année. Bonne chance à lui, évidemment, mais il pourra en tout cas produire 3-4 contenus pertinents et les diffuser autant qu'il le souhaite, permettre aux étudiants et aux apprenants de répéter le contenu aussi. Donc, voilà un peu pourquoi on est parti sur ce type de modèle, même si évidemment, on en est un peu moins bénéficiaire. Le modèle conception, donc c'est celui-ci, avec une licence, et vous avez tout ce qui est expliqué dans l'offre juste en dessous, que vous retrouverez sur le site web aussi. On est très transparent sur cette partie-là. La partie transmission, c'est plutôt pour donner la main à vos étudiants. Donc là, on est vraiment sur plutôt des modèles master MEF, ou donc tout ce qui est conception pédagogique. Futur enseignant, moi j'interviens en INSPE aussi, notamment INSPE de Côte d'Azur. Et le principe, ça va être de permettre aux étudiants d'avoir leur propre licence pour créer un projet à leur échelle. Ça peut être un projet de mémoire, ça peut être un projet sur une semaine, ou alors sur une simple journée. Donc, voilà un peu ce qui est proposé. J'interviens en école de commerce ou en université. Il y a deux modèles différents en fonction du souhait de mise en place de cet atelier. Donc, voilà pour la transmission. Et à côté de ça, pour le monde de l'entreprise, alors je fais une toute petite pause à ce niveau-là. Je vois qu'il y a une question de la part de alors Gauthier ou de Delphine. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est prénom ou nom en premier, mais j'y réponds de suite. Donc, une fois déployé, est-il possible de modifier
Delphine, ça marche. Enchanté. Une fois déployé, est-il possible de modifier des textes ou vidéos incluses sans réexporter un SCORM? Non, malheureusement, puisqu'en fait, l'ensemble va être, le principe de SCORM, ça va être de réaccumuler tout le package. Donc, on va reprendre tout ce qui est animation, visuel, retravailler, enfin, tout reprendre donc, la scénarisation, etc. Et si on modifie un élément, ça va impacter l'ensemble des éléments autour. Par exemple, un texte, si je dois modifier mon texte, eh bien, ça va impacter toute la continuité de la scénarisation. Donc, je suis obligé de rebasculer, malheureusement, par le site, par le logiciel, pour refaire la modification. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver dans pas très longtemps, c'est le previewing, pour éviter de passer jusqu'à l'export, pour vérifier que tout va bien. Donc là, moi, je vous ai montré de la prévisualisation tout à l'heure, mais elle est uniquement pour vous. Là, maintenant, vous allez pouvoir partager votre prévisualisation. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un collègue qui a besoin d'avoir des retours sur l'expérience que vous avez créée, vous n'avez pas besoin de l'héberger, de l'exporter pour avoir ses retours. Vous pouvez le faire en direct avec lui. Voilà pour la petite parenthèse. Pour revenir sur les modèles économiques, donc au niveau de l'entreprise, il y en a 3 qui existent. Le premier, c'est avec le modèle création, qui est plutôt destiné aux indépendants, qui vont pouvoir être assez autonomes dans leur prise en main du logiciel et produire par eux-mêmes différents types de contenus. Le deuxième, qui est un schéma impulsion, va également prendre en main 7 heures de prise en main du logiciel, qui est souvent une étape nécessaire pour bien vous lancer, connaître toutes les fonctionnalités et être capable de produire autant que vous le souhaitez. Et vous avez également un expert qui vous accompagne toute l'année, donc c'est le fameux service client, qui vous permettra d'aller un peu plus loin en termes de création et puis je dirais, d'inventivité pour répondre à vos problèmes techniques ou à vos limitations créatives. Dernier point, c'est le modèle évolution qui est plutôt fait pour les grandes entreprises, où il va y avoir directement 2, 3, 4 créateurs de contenu et qui ont un gros besoin aussi de formation et de monter en compétence sur ces sujets. Donc là, vous le voyez, on va avoir de l'atelier qui va toucher à la prise en main du logiciel, mais pas que. On va aussi faire tout ce qui est à 360 degrés, donc ça va de la captation jusqu'à la scénarisation, en passant par la création d'un projet ensemble, qu'on appelle la formation, être accompagné pour son premier projet. Donc vous avez voilà, comme ça toute une liste d'ateliers qui sont proposés et qui ici sont très complémentaires. Et pour chacune des formules, vous avez une possibilité sur 3 ans également. Voilà pour la petite parenthèse. Pour revenir sur une explicatif rapide de Speedernet, puisque je vois qu'on approche de la fin. Donc Speedernet, donc on est à plus de 4000 projets réalisés sur ces 25 ans. On est divisé en 5 pôles. Le pôle Spring, qui est lié plutôt à création de formation, Studio, Sherpa pour les formations. Donc là, on va être plutôt sur de l'animation IA, etc. Sphere, qui est le logiciel au cœur de tous ces sujets, et puis Sparks, qui est notre plateforme LMS. Et pour vous faire un rapide tour sur les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, par exemple, on produit un projet en ce moment pour Super U. On est un partenaire privilégié d'Orange, notamment pour les Jeux Olympiques qui ont eu lieu il y a quelques temps. Air France et le monde de l'aéro très, très largement aussi. Et puis ensuite, le monde des énergies. On peut retrouver notamment Enedis, GRDF, etc. Au niveau de l'éducation, qui est un monde que je connais un peu mieux personnellement, on a plutôt le monde universitaire principalement, donc université de Limoges, de Lyon, de Lille, etc. Et on va également avoir des espaces organismes de formation. Donc ça peut être aussi bien le CEFCM, par exemple, qui a formé sur les parties maritimes, que le NSP, qui est plutôt dirigé vers l'école de police cette fois-ci. Donc voilà, c'est assez large. Vous voyez qu'il y a plusieurs usages qui sont propres. En fait, c'est vraiment une question de créativité et de prise en main du logiciel pour créer ensuite des scénarios qui sont à chaque fois propres à chacun. Pour vous parler rapidement des étapes possibles ensuite, la possibilité donc de tester le logiciel, comme je vous le disais, chaque vendredi. Donc pour ça, soit vous passez par Emeline, soit vous pouvez passer par moi et puis on vous fera un retour rapidement. Alors, vous n'avez pas entendu la réponse sur la question de Delphine. Alors non, malheureusement, la réponse était négative puisqu'on ne peut pas, en fait, une fois que l'export est fait, il va venir regrouper tous les éléments ensemble. C'est en fait un package zip et ces éléments sont interconnectés les uns aux autres. Donc, si je modifie le texte, ça va impacter mon scénario, qui va impacter mes animations. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. À l'inverse, on l'a pensé dans l'autre sens, puisqu'aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, c'est de partager un contenu sans avoir à l'exporter directement. Vous pouvez donner un lien de consultation, faire du reviewing, c'est quelque chose qui existe aussi sur Storyline, et qui permet de faire des retours directement sur le contenu pour le modifier avant de l'exporter. Voilà, c'est un peu prendre le sujet à l'envers, mais ça permet en tout cas une alternative puisque j'entends bien qu'il faille parfois faire des modifications au fur et à mesure de la lecture des contenus et puis aussi des retours des publics, évidemment. Pour reprendre du coup sur ce parcours, donc la session qui est proposée le vendredi, vous avez tout un Zendesk, donc une base de connaissances qui est à disposition.
si vous souhaitez vous lancer avec Sphere, ensuite, on marche beaucoup par points trimestriels. Donc, c'est assez important pour nous de mesurer une avancée à chaque fois. On sait que c'est important d'accompagner en vous donnant parfois des indicateurs à suivre. Parfois, vous avez les vôtres, évidemment. Et à la fin, donc, on fait un bilan pour mesurer si ces points ont été atteints ou pas. Outre la création individuelle à 360, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités basées sur l'IA qui arriveront prochainement? Oui, beaucoup. C'est évidemment un des cœurs de sujet, comme vous l'imaginez, pour toutes les solutions de ce monde-là et puis même d'ailleurs. Alors, à notre échelle, en fait, on a une équipe technique qui est très large. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui, donc je ne l'ai pas abordé. Mais par exemple, on est aussi sur des développements qui portent presque au métavers aujourd'hui, on se retrouve sous forme d'avatar en multi-utilisateur. Donc, il y a des questions de collaboration dans ces expériences. Il va y avoir également des questions d'intégrer des sortes d'avatars qu'on appelle agents, donc qui ont un savoir qu'on a transmis particulier et qui vont pouvoir faire de l'échange. On va avoir des questions autour de la production d'images aussi. Et la plupart des solutions que je vous évoque là sont en fait des solutions maison qu'on est en train de développer. Pour une question assez simple, par exemple, l'IA dont je vous parlais, qui a été intégrée au logiciel, cette IA, ça fait 1 an et demi qu'elle est intégrée au logiciel, et sauf qu'on l'a déployée il y a seulement 3 mois, même un peu moins, ça va faire 2 mois, parce que on n'était pas sûr de la stabilité de cette solution. Donc, il a fallu la tester pendant longtemps, revérifier que tout fonctionnait bien avant de la proposer à tous nos clients, puisqu'on a une solution qui est déjà assez réputée en France, mais pas que. On est assez présent à l'échelle européenne, notamment avec des projets Erasmus, d'ailleurs, si ça peut vous intéresser. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a mis un certain temps à avancer. Maintenant qu'on l'a fait, on s'est rendu compte de la limite de passer par de l'externe. On sait que beaucoup vont cette direction-là parce que ça prend très peu de temps. Mais en fait, si on n'est pas sûr de la stabilité, ça peut être un demi-tour très rapidement. Et notre pire cauchemar, c'est de vous proposer un investissement complémentaire en vous abonnant à cette solution. Et puis qu'au final, il n'y ait plus aucun lien entre les deux solutions, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'on a un peu reculé avant de réavancer. Mais là, on développe du coup nos propres solutions pour le développement d'images avec des styles graphiques spécifiques et cette question d'agent. Voilà, c'est les 2 grands points pour l'instant, mais il y en a plein d'autres, évidemment. En parallèle, du coup, je reviens sur la slide. Donc, ça, c'est l'interface plateforme. Donc, si vous voulez avancer un peu pour vous former, vous pouvez vous former sur le logiciel directement, mais pas que. Si vous questionnez sur des IA, par exemple, on propose des prompts déjà faits sur ChatGPT pour gagner du temps, si vous voulez créer des scénarios, etc. Donc, ça, ce n'est pas des IA qu'on a développés, c'est des prompts qu'on vous propose. Voilà, c'est du micro-learning. Donc, si vous voulez vous former à ce moment-là, vous avez des contenus de 30 secondes, 1 minute qui sont à disposition sur toutes les thématiques. Et voilà tout. Eh bien, écoutez, vous avez aussi la photo de mon collègue Arthur Fayol avec moi. N'est-il pas magnifique? Non, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport à ce qu'on s'est dit ici. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Stanislas pour la présentation. Merci beaucoup. Il me semble que non. J'ai l'impression non. De toute manière, vous recevrez aussi le replay de la masterclass. Et on reste en contact. Je vais aussi vous envoyer le lien de Sphère sur e-learning Boulevard. Hop. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je crois que c'est plutôt bon. Bon, super. Merci beaucoup à e-learning Boulevard, encore une fois, pour l'opportunité de venir vous présenter Sphère. Et puis, on reste en contact. Ouais, merci e-learning beaucoup. Boulevard, si vous le souhaitez. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. au revoir. Et bonne appétit d'avance. Bonne journée également. Merci, au revoir. Bon, je pense qu'on a fait le tour complet cette fois-ci. Émine, encore merci beaucoup pour l'introduction, pour l'accompagnement et pour le reste. Et au plaisir de se croiser à un autre événement. Oui, carrément. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Au revoir.